Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui en direct pour une nouvelle émission quand l'écrivain fait face à celui qui le lit. Une émission alors où il sera question de regard par celui ou celle qui nous inspire et parfois qui nous pousse à écrire ou à lire, à inventer ou à s'inventer parfois. Un regard qui invite aussi à accueillir la vie, puis raconter, partager des histoires. Alors pour cela, autour des micros, parce qu'il y a plein de micros aujourd'hui, puisque j'ai plein d'invités, enfin plusieurs, c'est quand même plus joli. Michel, Amélie Favre, Bernard Leonardi, nos deux auteurs invités. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Avec aussi nos deux lecteurs, Justine Labbé et Dominique Vofk. Bonjour. 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 Et enfin, notre libraire, chroniqueuse habituelle, comment on peut dire, Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant à Aix-les-Bains. Bonjour Virginie. Alors, peut-être pour vous situer, Michel Amélie Favre, vous êtes l'auteur du livre Les opportunités de l'inattendu, publié aux éditions Duno. Vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années dans le marketing, lorsque vous avez connu un burn-out qui a impliqué un changement de vie. Vous pouvez nous dire ce que c'est un burn-out, Michel Amélie ? Alors un burn-out, c'est vrai qu'on connaît beaucoup le burn-out, le bore-out. Le burn-out, c'est des anglicismes, mais en réalité, on est vraiment sur une perte de sens au travail. Parfois, on parle, je vais encore employer un anglicisme, mais de bullshit job, où finalement, on trouve plus d'intérêt à ce qu'on fait. Donc, on est en décrochage. Et donc là, il est temps de faire quelque chose. Il est temps, oui, il y a l'urgence. Et puis, il y a l'élan vital, je crois. Alors, Bernie, on te connaît, on te décrit en fait comme un musicien, un poète, un dessinateur, un jardinier, un trailer. Je m'arrête là, mais je pourrais aussi dire un amoureux de la montagne, trois petits points. Un passionné de tout. Un passionné de tout, de la vie. Un contemplatif. Voilà. Donc après le récit que j'ai sorti il y a 3 ans, je me suis mis au roman. Et j'ai mis 1 an pour écrire celui-là. Et puis voilà, ma maison d'édition m'a suivi. Donc c'est parti, maintenant C'est parti comme le trail, c'est ça ? Tu commences et tu t'arrêtes plus ? Exactement. Alors j'ai un peu arrêté le trail parce que j'écris de plus en plus. Donc, Ah ouais, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Justine Labbé, qui est là comme auteur du livre de Michel Amélie. Mais Lectrice, oui. Lectrice, pardon. Alors, Justine, tu es créatrice de bookfolding. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le bookfolding, ça consiste à transformer des livres et leur donner une seconde vie en marquant et en pliant les pages. Et de ce fait, ils deviennent des objets de décoration d'intérieur. Et je pars du principe que pourquoi laisser un livre fermé quand on peut lui donner la possibilité d'exprimer plein d'autres choses à cœur ouvert. Un livre, c'est vivant, bien au-delà de l'histoire qu'il raconte, c'est ça ? Exactement, oui. Après, je travaille de près avec mes clients de façon à faire exprimer des émotions pour eux à travers les sculptures que je fais sur les livres. Très bien. Dominique Vofk, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, très bien. Bon, super. Alors Dominique, tu es comédien, metteur en scène, tu écris aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité assez rapidement ? Oui, rapidement. J'ai toujours baigné dans les arts depuis mon adolescence. Beaucoup sur scène, parce que j'aime être sur scène et exprimer des choses et créer. L'écriture a toujours fait partie de moi. Et je publie pour la première fois aussi un livre suite à une expérience en mission humanitaire. Donc un récit qui se passe où ? En Centrafrique, à Bangui. Très bien. Tu nous en diras un peu plus ? Absolument. Et Virginie, pour te représenter, peut-être d'une manière un peu plus originale que libraire de la librairie Chemin Faisant, on peut dire que tu es une passionnée par les mots, passionnée par la vie, par les histoires ? Oui, et tout à l'heure, Justine parlait
des livres vivants. Donc, moi, j'ai la boutique où les livres sentent bon, en fait. Alors ça, c'est chouette. Moi, je m'en rends plus compte parce que ça fait 18 ans que je suis dedans, mais les gens me disent souvent que le livre a une odeur particulière, en fait. Et effectivement, moi, quand j'ai un livre neuf entre les mains, la première chose que je fais, c'est de le sentir. Ben moi aussi, voilà. Je fais ça. Mais je pense que beaucoup de personnes font ça, non ? Ouais, on s'imprègne tout de suite de quelque chose qu'il y a dedans, en fait. Et moi, j'ai un souvenir par rapport à ça. Je me souviens, quand j'étais, je sais pas, je devais avoir une quinzaine d'années, je me rappelle de cette odeur. Je lisais Bernard Clavel. Je sais plus quel livre, mais c'était un vieux livre. Et ça sentait le pain sucré. C'était impressionnant. Et j'ai encore, en fait, je suis portée par, même plus par l'odeur du livre que par l'histoire encore aujourd'hui. Donc, bon, ça me rassure. Je croyais que j'étais bizarre. Non, mais non, ou alors on est plein d'êtres bizarres, ce qui est possible aussi. D'où l'intérêt de l'objet livre à avoir entre les mains par rapport à un objet numérique sur une tablette. Ouais. Et on retrouve effectivement, comme tu viens de dire, des souvenirs d'odeur, parce que les livres ont un vécu aussi. C'est clair. Alors, avant de s'intéresser peut-être plus particulièrement à Michel Amélie avec son livre, son histoire, j'aimerais quand même vous poser une question à vous tous autour de la table. Souvent, on dit, tiens, qu'est-ce qui est un bon auteur ? J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui pour vous est un bon lecteur ? Un lecteur attentif. Ah oui, c'est pas préparé, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. Voilà, mais ce que vous entendez derrière ce silence, c'est la réflexion. Tiens, qu'est-ce que c'est un bon lecteur ? Un lecteur ouvert d'esprit aussi. Un lecteur attentif, un lecteur ouvert d'esprit. Oui, enfin, celui qui va ouvrir le livre sera forcément un bon lecteur, selon moi. Pourquoi ? Parce qu'il va faire la démarche d'aller chercher le livre. Voilà, je pense que il y a forcément peut-être que des bons lecteurs. Il n'y a pas de mauvais lecteurs, je pense pas. Ouais, chacun va lire ce qu'il peut lire, mais je crois qu'on est tous des bons lecteurs à partir du moment où on ouvre le livre. Et qu'est-ce qui fait tu voulais peut-être dire quelque chose, Dominique ? Oui, simplement sur parler de la curiosité. L'intérêt dans la vie aussi, c'est d'être curieux. On nous assomme, on nous fournit suffisamment dans certains médias d'une nourriture stéréotypée. Et je pense que quand on fait la démarche de rentrer dans une librairie, on va avoir des titres connus dont on a entendu parler, mais tout l'intérêt aussi est d'aller chercher des choses, se dire tiens, je vais prendre ça, je vais payer 10 €, 15 €, je ne sais, pour quelqu'un que je ne connais pas, je vais aller découvrir. C'est pareil pour des spectacles vivants, de petites compagnies, de danse de théâtre, je ne sais. Voilà, être curieux dans la vie. Et parfois même, on a l'impression, plusieurs relatent cette expérience, c'est aussi, on a l'impression parfois qu'un livre nous appelle. C'est-à-dire, on est dans la librairie, on est devant un rayon, et il y a ce livre qui nous fait face. Alors, on tourne, on cherche ailleurs, et puis on a ce petit retournement de tête qui fait qu'on est attiré par un livre. Alors, au bout d'un moment, on est bien obligé de le prendre, ce livre. Amélie ? Michel, Amélie, pardon. Alors, tu vois, c'est comme ça que je débute finalement en 4e de couverture. Est-ce un hasard si je me retrouve entre vos mains ? Alors, est-ce un hasard ? Moi, j'aime beaucoup cette idée de hasard. Effectivement, j'ai écrit dessus avec les opportunités d'inattendu, mais j'aime beaucoup l'idée de me dire que finalement, un lecteur va se retrouver face à une couverture. Tout à l'heure, tu parlais d'un objet livre. C'est ça, effectivement. Tu parlais de curiosité. Quand je parle d'attentif, c'est aussi d'avoir la volonté de se laisser surprendre, de rentrer dans une certaine réflexion, finalement, de prendre du recul et ça peut être un coup de cœur, comme ça peut être une intuition qui va nous porter effectivement vers un ouvrage plutôt qu'un autre. Il faut laisser la part de l'inattendu, j'allais dire de l'imprévu. Exactement, moi je trouve que l'intuition c'est bien. Quand je suis dans une bibliothèque ou chez un libraire, je me réfère souvent à la 4e de couverture et surtout à la couverture. La couverture m'attire pour aller lire quelque chose. Et je me trompe rarement. À chaque fois, je tombe sur des belles histoires que je découvre. Parce que je vais pas forcément aller au fronton des vitrines, mais je vais plutôt aller chercher. C'est comme quand j'achète mes vinyles. Je suis très attaché à la pochette, en fait. La pochette raconte déjà quelque chose. C'est vrai. Tout comme la couverture du livre. C'est vrai. C'est en ça peut-être qu'on peut dire qu'un auteur, un poète, dont je me sens assez proche aussi, est un passeur d'émotions, un passeur de réflexion. On est vraiment dans cette approche de,
sensorielle même presque. Alors si tu dis tout, Michel Amélie, pardon. non, au contraire, ça veut dire qu'il va y en avoir encore plein après De livres et de pensées, de réflexions. Ah oui, ça, oui, je pense que... Donc le bon auteur finalement, c'est nous, tout le monde en fait, à un moment donné où on a un besoin, où on en a besoin. Je pense que c'est une question de feeling. Quand on se laisse attirer par un livre, c'est pas anodin. C'est que, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose. Ce livre doit me faire travailler, soit sur quelque chose, ou doit m'apprendre quelque chose, et c'est pas anodin, quoi. Oui. Virginie, quand tu as des clients qui rentrent dans ta librairie, est-ce que tu as l'impression que tu as des passants en fait qui attendent à ce que les livres en fait viennent à eux, ou tu as aussi plus en fait une catégorie de personnes qui cherchent un livre et qui vont droit sur le livre? Alors, il y a les deux, en fait. Mais surtout, quand vous venez chez moi, en fait, moi, j'ai déjà fait un travail de sélection, en fait. Parce que, ça va vous donner de tournis, ce que je vais vous dire, mais il y a quand même 68 000 livres nouveaux qui sortent par année. Oh, mon Dieu! Donc, autant vous dire que c'est impossible de tous les avoir. Et moi, chaque livre qui est dans ma boutique, il est choisi par mes soins, en fait. Il n'est pas là par hasard. Donc après, il y a des gens... Le petit mot que je mets quand on rentre dans ma boutique, c'est pour trouver tout ce que vous cherchez, mais surtout ce que vous ne cherchez pas. Voilà. C'est Je pense joli, que c'est ça joli. résume bien ma vision des choses et quelle relation j'ai envie de créer avec le lecteur, en fait. Oui, et c'est ce aussi pourquoi, en fait, j'insiste sur le rôle des libraires. Le lecteur va souvent aussi faire confiance à son libraire de quartier, qui aura lu évidemment pas mal de choses dans toute l'exposition qui est faite. Et on va en toute confiance chercher, demander, voir les petits mots. Je trouve ça super sympa et c'est très joli d'ailleurs, ces petits mots sur... et en quelques lignes, on peut se dire, allez, je vais me laisser embarquer, ça me plaît, ouais. Ouais, moi, c'est mon libraire qui m'a donné la passion du livre. Hein. Ça, c'est... Vous lisez beaucoup, tous, ici? Justine, tu lis beaucoup? Maintenant, moins que j'aimerais lire, mais j'ai toujours été une très grosse lectrice. C'est depuis très très jeune, et des auteurs très très intéressants, très très jeunes, quoi. Et quand on écrit, on lit aussi? Beaucoup. Oui, c'est une obligation, ouais. Moi, je relis beaucoup depuis que je cours plus. Parce que le fait d'avoir passé 12 ans à courir dans les montagnes, j'avais perdu le goût de la lecture, et là, je m'y suis remis depuis 4 ans. Et je dévore beaucoup de choses dès que je peux. J'ai vidé la bibliothèque de ma maman. Et je relis plein de choses. Mais ça va, c'est du Sylvain Tesson à Delphine de Vigan. Et je reprends toute la Pléiade de mon père. Donc voilà, je m'y mets. Et quand on écrit, on est obligé de lire. C'est une obligation, ouais. Alors après, peut-être qu'on lit pas de la même manière aussi quand on lit et quand on écrit. Quand on écrit, peut-être que du coup, on a une manière de lire qui est peut-être différente. Oui, moi je lis beaucoup d'essais philosophiques en l'occurrence parce qu'il y a cette recherche, ou de la poésie, parce que c'est vraiment ma manière d'écrire aussi. Donc, mais il y a toujours une part d'inattendu finalement dans les lectures, parce que au détour d'un mot, on va en apprendre un nouveau, ou peut-être un concept différent, et ça va nous faire rebondir sur un nouvel auteur, etc. Donc c'est sans fin. Mais c'est ça qui est passionnant. Alors, avant de poursuivre avec toi, Michel Amélie Favre, je vous propose à tous de faire la première pause musicale avec le premier jour des restes de ma vie d'Étienne Dao, choisi par Michel Amélie. Elle nous expliquera pourquoi. On l'écoute. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous, vous qui nous écoutez. Nous sommes toujours en direct dans l'épicerie culturelle du territoire, et aujourd'hui on s'intéresse aux livres, aux histoires, celles imaginées, celles rêvées, celles vécues, celles partagées. Bref, on est ici réunis avec vous aussi pour partager cette passion du livre, cette passion des mots qui nous fait finalement voyager, vivre des expériences de vie, des émotions aussi de toutes sortes
Alors, j'ai avec moi 2 auteurs et 2 lecteurs. C'était un peu le jeu de l'émission. Alors, bien sûr, quand on est lecteur, lectrice, on peut aussi être, et on est bien sûr bien autre chose, par l'écriture ou par différentes activités. Alors, je voulais déjà commencer cette partie de l'émission avec Marie-Amélie Favre. Michel Amélie, mais c'est bien aussi, hein, Marie-Amélie, hein, j'ai l'habitude, tu sais. C'est pas mal, mais c'est sûr que ton prénom, c'est Michel Amélie, donc je vais me concentrer, je vais dire Michel Amélie. Merci. Hein, Anne-Pierre. Écoute, j'ai aussi lu ton livre que j'ai beaucoup apprécié, qui est truffé aussi de citations, de références philosophiques, théologiques même, de tous bords. Et on se dit, est-ce que en fait, toutes ces références aussi qui viennent cheminer, ponctuer finalement ce récit, est-ce que finalement ce sont des personnes qui ont ponctué aussi ton évolution de vie? Absolument. C'est à la fois un livre à hommage, parce qu'il y a des grands penseurs qui ont extrêmement bien écrit sur l'occasion, le hasard, cet inattendu, comme Vladimir Jankélévitch, mais d'autres aussi sur la manière d'aborder les choses, comme François Julien, et qui est à la fois helléniste et sinologue, donc qui s'intéresse à la pensée chinoise. Je crois qu'effectivement, ça fait partie d'un cheminement. C'est pour ça que spontanément, d'ailleurs, j'ai parlé de cheminement pour la table des matières, ça m'est venu vraiment spontanément, ça pouvait pas être un autre mot, parce que j'estime que, d'ailleurs, on est en cheminement et en chemin sur toute sa vie en réalité. Hein. On avance en permanence. Et voilà, l'immanence également, ces transformations qui sont à la fois silencieuses et qui nous permettent de progresser. Donc, alors, je trouve que le titre est absolument super. Les opportunités de l'inattendu. Juste déjà le titre, ça c'est quelque chose qui est hyper attirant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu es finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dans ce titre. Oui, alors c'est... Cette histoire en fait avec ce livre, c'est une histoire d'intuition forte en réalité. C'est-à-dire que j'avais fait une découverte du mot, il y a quelques années de ça, la sérendipité. Donc un concept que j'aborde dans le livre, qui explique aussi comment on peut rebondir face et poursuivre, bien entendu, face à l'échec, l'erreur, l'accident. Donc il y a un premier coup de foudre avec le mot. Et puis il y a je parle aussi d'une mission à un moment donné dans l'ouvrage. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'intuitif et qui se dit que finalement on doit écrire dessus. Voilà, parce que véritablement. Et en même temps qu'on écrit, on progresse énormément, évidemment, parce qu'on lit énormément, encore une fois. Donc il y a ce cheminement. Et les opportunités de l'inattendu, ça a été immédiat. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé avec mon éditeur, j'ai la chance d'avoir un super éditeur, les éditions Duno. C'était le titre, en fait. Ça pouvait pas être autrement. Voilà. Et ce qui est assez amusant, finalement, je sais pas si Bernie l'a vécu aussi comme ça, ou toi... parfois on écrit des choses et c'est a posteriori qu'on se rend compte et qu'on réalise pourquoi on les a écrits. Voilà. Je crois qu'il faut... c'est comme la poésie, si tu veux, j'écris beaucoup de haïkus. On n'a pas forcément pleinement conscience de la portée de ce qu'on dit ou de ce qu'on écrit, effectivement. Moi, pour mon premier récit, là, de la trace à la plume, sur mon expérience de course à pied, j'ai repris des textes que j'avais écrits il y a assez longtemps. Et qui, à l'heure où je les relisais, avaient vraiment du sens sur ce que je vivais au moment présent. Et surtout des souvenirs anciens que j'avais écrits, un peu enfouis, récupérés, que j'ai retravaillés. Mais effectivement, ce que dit Michel Amélie, c'est vrai. Alors après, moi je suis vraiment... j'avais été très marquée aussi par un livre d'un théologien, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, c'était l'Évangile vivant, quelque chose... je sais plus. Bon. Et en tout cas, du coup, ça fait aussi référence à ça. Je me dis de quelle manière, en fait, à partir du moment où on écrit des mots, est-ce que les mots, en fait, ne vont pas rester vivants, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, en sachant que finalement, on va les lire avec notre réalité d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça qui est peut-être magique aussi dans l'écriture. Virginie, tu veux dire quelque chose ?
Depuis 18 ans, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, de lecteurs, et je pourrais résumer ça en disant que les auteurs, ils m'ont dit qu'il y a un moment où leur livre, à partir du moment où il était imprimé et présent dans une librairie ou dans une bibliothèque, il y a un moment où le livre leur échappe, en fait. C'est beau. Et il y a un moment où ils sont plus maîtres de leur production et de leur œuvre, et que des fois ça peut prendre des tournures un peu surprenantes, parce que ce que le lecteur a ressenti, c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé au départ, et c'est ça qui fait qu'il y a un moment où ça leur appartient plus complètement, en fait. Alors aussi, c'est ce qui est très intéressant par rapport à ce que tu dis, tu réagiras après, Michel Amélie. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire que quand on écrit, ou même quand on écoute, quand on parle, finalement, la personne va recevoir ce dont elle a besoin, en fait, finalement. Et je trouve que c'est grandiose, quoi. Ça a quelque chose de magique. Michel Amélie. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Virginie. Alors, en effet, et peut-être que Bernie le dira d'une autre manière, mais beaucoup d'auteurs parlent de bébé. En réalité, c'est ça. C'est à la fois un don de soi, ça nous échappe. Quand je l'ai vu en librairie, c'est bon. Tu réalises pas forcément tout de suite au départ. Bon, c'est mon premier, mais c'est oui. Il y a un don de soi, puis il y a beaucoup de choses qui passent finalement dans le livre. Récit. Moi, j'ai fait un récit. En réalité, c'est un essai qui met à la fois du récit, parce que je voulais une approche authentique, sincère. Donc, on met beaucoup de soi, évidemment. Et bien entendu, dans l'expectative de dire comment ça va être, comme tu le dis, perçu et pris. Mais d'un autre côté, ça peut pas être plus sincère en réalité, le récit. Alors, est-ce qu'il y a une différence aussi entre la fiction, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un distinguo entre un récit finalement qui témoigne un cheminement et un roman, une fiction? Dans les deux cas, je pense qu'à un moment donné, on est un passeur d'histoire. Ce que disait Amélie. Je rejoins complètement Michel Amélie et Virginie. Une fois qu'on l'a fini, qu'il est sorti, il est encore à nous quand on le corrige. C'est notre bébé. Mais une fois qu'il sort, il nous appartient presque plus. C'est le lecteur qui va décider si il l'aime ou il l'aime pas. Et effectivement, on est des passeurs de quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini mon récit, j'ai pu attaquer mon roman. Quand j'ai fini celui-là, je suis en train d'écrire le deuxième. D'accord. Voilà, alors moi, j'aimerais bien entendre, tu parlais du point de vue que finalement, une fois que tu as écrit, tu passes le roman au lecteur. Donc là, c'est intéressant aussi d'avoir les points de vue de nos lecteurs qui ont lu d'ailleurs vos livres, Michel Amélie et Bernie. Qu'est-ce que vous avez retiré de la lecture on va commencer avec toi, Justine, de la lecture du livre de Michel Amélie. Alors déjà, c'est ce qui est magique avec le titre, avec Michel Amélie et notre rencontre, c'est que c'est totalement approprié parce que c'est une opportunité de l'inattendu. On s'est vraiment rencontrés par hasard. On a un chemin de vie qui fait que moi, ça me parle énormément, la phrase de quand l'imprévu devient l'occasion de transformer sa vie. Parce que c'est ce à quoi je m'emploie un petit peu tous les jours depuis maintenant 5 ans. Ce qui ressort pour moi de ce livre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que je pars du principe, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que l'opportunité, tout le monde peut l'avoir, cette opportunité. Après, c'est juste une question de perspective. C'est en fonction si on a peur de l'échec, si on a peur d'être confronté à certaines difficultés, on risque d'avoir que des opportunités qui sont aptes à venir à nous. Tandis que si on décide de s'ouvrir, on va dire à peut-être éventuellement un échec, au fait que nos essais ne fonctionnent pas, et là on va provoquer plein d'autres choses. Et alors je crois que c'est un art japonais, l'art de l'échec transformé en, c'est ça, non? Il y a un art japonais taoïste qui je vois que tout le monde qui permet de transformer ses émotions qui permet en fait de mettre en avant l'échec, les obstacles comme étant kintsugi. Merci. Oh, bravo. Merci. Par cette dorure, en fait, ça la révèle. Ça révèle les brisures, les fissures, les cassures. C'est une façon de
sublimer, probablement. C'est ça, j'aime bien cette phrase, transformer le moche en quelque chose de beau, en fait. Il faut toujours être optimiste, en fait. Et toi, Dominique, à la lecture du livre de... Sur le mystère, Clara Stephenson, j'étais très curieux de cette lecture. Déjà, on parlait tout à l'heure de la première couverture, de la quatrième. Effectivement, c'est ce qui peut donner envie. C'est très énigmatique, cette fille derrière cet appareil photo. Déjà, il y a un fond de paysage derrière. Ça appelle déjà à se questionner. Et puis, ça a appelé le lecteur que j'étais. Dans ce livre aussi, on retrouve quelqu'un qui a une vie qui tourne assez rangée, malgré qu'il soit artiste et avec beaucoup de chance d'ailleurs d'être dans le jazz. Mais c'est les tourbillons de la vie donc chacun peut être entraîné dedans. On est installé, on fait sa vie, on a des habitudes, et puis clac, à un moment donné, il va se passer quelque chose, et c'est le lot de surprises. Et puis avec une écriture vraiment très ciselée, très détaillée, très détaillé, oui. Ouais, alors moi, ça m'a fait un peu l'effet, j'avais l'impression d'être une pêcheuse d'espadons, où en fait, il alterne, Bernie, des moments vraiment de description parfaite sur les moindres détails, où on va suivre, et très lentement en plus, c'est-à-dire il pose son regard et il nous explique, et quelque part on suit comme ça, on baigne dans un espèce d'environnement, comme un espadon, comme un poisson, et clac, il y a l'action qui arrive, et là il nous prend et on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer, et mince, tac, et on retourne, on est là, on est encore dans un flottement de détails, de descriptions. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, et j'ai bien aimé cette manière en fait de comment dire, cette manière un peu lente, c'est-à-dire de vivre, de prendre le temps de vivre en fait l'histoire, et alterner finalement par les moments un peu cruciaux de l'action de l'histoire. En fait, je crois que j'écris comme je vis. En fait, comme je suis un contemplatif de tous les jours. Voilà, dans ma narration, je suis, je sais pas, c'est comme ça que j'écris. Je décris beaucoup les choses parce que j'ai envie d'emmener le lecteur, que ça soit dans une forêt, dans une rue de Paris ou dans un appartement. J'ai envie qui voit ce que je vois et ce que j'ai envie d'écrire. Donc voilà, c'est mon style. Alors certains, j'avoue, n'ont pas aimé, voilà. Mais beaucoup aiment cette façon un peu. Il y a un peu une éloge de la lenteur aussi. Et voilà, j'arrive à faire un peu rebondir l'histoire. Mais pour mon premier roman, c'est une obligation que je sois sur des repères que je connaisse, la musique, le jazz. Comme ça, je fais toujours un peu une référence à mon père qui m'a initié au jazz. Et comme ça, j'ai été dans un premier roman où je savais où je mettais les pieds et où j'ai essayé de pas trop m'emmêler les pinceaux. Voilà. Alors, je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, j'ai aussi lu vos deux ouvrages et j'ai trouvé très drôle aussi le lien qu'il y avait. C'est-à-dire ce chemin, en fait, qu'on emprunte avec quelque part il y avait la fiction. J'aurais pratiquement pu en fait assembler vos deux ouvrages. C'est beau. Avec finalement cette histoire de fiction et expliquée avec votre regard, Michel Amélie, et puis soutenu aussi par ces grands penseurs en fait ou artistes comme Soulage. Et aussi vous faites un moment tu parles de cette babysitter photographe Viviane Mayer, voilà, une superbe expo d'ailleurs à Paris, au Luxembourg, qui était au Luxembourg il y a quelque temps, qui est peut-être encore d'ailleurs. Si vous non, malheureusement c'est achevé, mais j'invite effectivement à découvrir son œuvre parce que c'est splendide. C'est très joli d'ailleurs le regard que tu poses et la manière dont tu décris. Oui, parce que finalement c'était une façon de... En fait, ce livre, il a voulu rendre accessible à la fois ce concept de sérendipité pour dire que c'est véritablement accessible à tout le monde, mais aussi une façon de rendre hommage, encore une fois, à une personne qui a découvert le travail de Viviane Mayer, son œuvre, qui est John Maloof, avec qui j'ai beaucoup échangé pour l'écriture du livre, parce qu'il y a eu une phrase assez sévère, parfois, à un moment donné dans un livre, qui le présentait comme un ignare.
il a beaucoup souffert en réalité de ne pas pouvoir au départ révéler l'œuvre de Viviane Maier post-mortem parce que tout simplement il venait pas du milieu de l'art. Donc ça a été une façon aussi de lui rendre hommage parce que sans ce découvreur, finalement, c'est ça, c'était une découverte par hasard, une sérendipité. Elle n'aurait pas été révélée au monde entier. Alors, c'est quoi la définition exacte de j'arrive même pas à le dire. On va arriver. Sérendipité. Ah oui, parce que j'aurais dû m'entraîner avant, j'aurais dû le dire plein de fois. Sérendipité. C'est oui, ça. Parce qu'en anglais, ça sera serendipity. Oui, bon, on voit que tu pratiques. Non, du tout. Non, mais c'est un mot qui est rentré assez tard dans le dictionnaire en 2012 en France. Alors, la définition exacte, c'est trouver de manière imprévue quelque chose de nouveau et que l'on ne cherche pas. Capacité à faire par hasard lors d'une recherche, une découverte inattendue et à en saisir la portée. En réalité, la sérendipité, on en parle beaucoup dans les recherches scientifiques notamment. Voilà, on l'associe beaucoup à la science, à l'art aussi parfois, mais chacun peut l'expérimenter d'une manière ou d'une autre. Donc ça nécessite effectivement de développer des aptitudes, dont l'attention. Alors je crois que Virginie veut dire un mot à ce sujet. Est-ce que la tarte tatin rentre dans ce cadre-là? Absolument. Oui, je crois que oui. La tarte tatin. Ah oui, puisque c'est par accident. Par accident. Voilà. C'est ce que j'appelle la trouvaille augmentée. Ça va aller au-delà de l'espérer, finalement. Mais alors après, c'est aussi un cheminement, en fait. Si on est un peu attentif à ce qui se présente dans nos vies, finalement, on a plein d'exemples de... je dirais pas parce que je vais encore l'écorcher le mot, mais Michel Amélie, tu vas m'aider. On aura plein d'exemples de... Sérendipité. Merci. Par exemple, je sais pas, mais même par exemple dans ton livre, Bernie, tu vois, quand tu parles de ça, on peut se dire que Vincent, donc le personnage principal de ton livre, finalement, il a rien demandé. Oui, c'est ça. Il va finalement vivre une histoire, il va être à l'écoute. Alors bon, peut-être que je m'éloigne un peu, mais quand même, je crois que il va être finalement, il y a une histoire qui va lui tomber dessus. Il va partir finalement un peu à la rencontre de ce que la vie lui propose de vivre finalement. Oui, c'est ça, ouais. Et au-delà de ça, il va aller chercher un peu ses racines quelque part, parce qu'il se rend compte qu'il a une vie rêvée, que tout lui réussit, mais qu'en fait il a pas assez creusé de l'autre côté. Donc ce qui va lui arriver dans le livre le pousse à aller chercher quelque chose. Donc il va retourner. Donc on est beaucoup sur les contours de la Méditerranée parce que il y a une partie de son histoire qui se joue là-bas. Dominique ? Mais c'est tout aussi la richesse de nos vies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit par des choses inattendues, soit des choses parce qu'on est un peu plus en éveil, mais être curieux et se dire tiens pourquoi je regarde ça, pourquoi je tombe là-dessus. Exactement. Et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et voilà, on est tous dans nos train-train et nos vies quotidiennes, mais être curieux, attentif aux autres, à la nature, à la découverte, et ça peut bouleverser plein de choses dans la vie et donner un autre sens aussi à la vie quelquefois. Ouais. Alors, pardon, excuse-moi, tu parlais de tu te nommes contemplatif en réalité, hein, mais on est complètement là-dedans. Moi-même, je travaille beaucoup sur les contemplations. J'avais fait une expo à la bibliothèque Lamartine à Aix-les-Bains qui, au mois de mars, donc portait sur le thème de la contemplation, parce que en réalité, je pense que on est vraiment dans la poésie de la vie en fait. Hein, c'est ça, et on peut trouver le beau n'importe où. Et à partir du moment où on aura cet œil attentif, ne serait-ce que quelques secondes, que quelques minutes, c'est voir les choses un petit peu différemment, autrement, et voilà, à passer de la contemplation à l'émerveillement. Alors, j'avais envie aussi de poser la question à nous tous, à vous tous, même auditeurs. En fait, quelle liberté, finalement, ça nous donne quand on prend un livre, là où on en est au début, quand on prend un livre et quand on le referme, finalement, quel chemin de liberté on va vivre ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors moi, quand je prends un livre, en règle générale, je m'immerge complètement dedans. J'ai lu récemment Bérésina de Sylvain Tesson, qui raconte, il a refait la retraite de Russie en sidecar. Et donc, je me suis immergé complètement dans cette période de l'histoire. Et j'en ressors une fois que j'ai fermé le livre. C'est-à-dire que j'essaie. Et tu en ressors comment ? C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'en suis. Alors, j'étais bouleversé et admiratif du travail qui a été fait. C'est pour ça que j'essaye de lire mes livres très rapidement.
sont les bâclés, mais j'essaye dès que je démarre un livre, en 3-4 jours, j'essaye de le finir. J'aime pas revenir sur des livres comme ça. Donc, voilà. Justine, quel chemin de liberté tu prends quand tu ouvres un livre? Parce que tu es une passionnée de lecture. Je suis une passionnée de lecture et je lis toutes sortes de livres, et c'est vrai que généralement quand je les commence, je suis un petit peu comme Bernie, j'essaye de les lire sans trop m'arrêter. Enfin, j'ai déjà du mal à m'y arrêter généralement, et je les commence sans a priori et je me laisse vraiment porter, je m'immerge vraiment dans l'histoire, et disons qu'en fait j'enlève toutes mes barrières quand je lis les livres, et j'y vais. Je m'en imprègne et j'essaye d'en tirer tout ce qui est bon à prendre, et de vraiment à chaque fois, quel que soit le type de livre, je pense que je peux en sortir grandi et avec encore une autre perspective, et à me dire il y a encore autre chose à aller voir derrière, en fait, et c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Je pense que ça nous fait grandir. Alors tout à l'heure, vous avez parlé aussi de comment dirais-je, des choses qui nous dépassaient, en fait, l'écriture du livre qui nous dépassait. J'ai une question pour toi, Bernie. J'aimerais savoir ce que le personnage principal que tu as écrit, qu'est-ce qui t'a appris de toi? Qu'est-ce qu'il m'a appris de moi? En fait, j'ai essayé d'être au plus près de lui, en fait. Voilà, j'ai essayé de me décrire au plus près de lui. Mais comme t'as détourné ma question, là. Et alors peut-être que j'ai pas encore répondu à cette question. Ouais, peut-être. Voilà. Peut-être. Mais j'ai essayé. Est-ce que lui n'est pas près de toi? Ça, c'est la question. Ouais. Ce Vincent. Parce qu'il y a un petit côté, je sais pas, un petit côté divin, ou alors je sais pas comment on peut le dire, un petit côté. Je voyais Michel Amélie qui hochait oui de la tête quand Virginie tout à l'heure parlait justement de ce témoignage des auteurs qui se sentaient dépassés par ce qu'ils écrivaient et que ça ne leur appartenait plus. Donc je pense qu'effectivement on peut dire à quel moment finalement on écrit en dehors de notre conscience. On n'a pas, alors je vais dire ça comme ça, mais je pourrais le dire autrement, mais je choisis de le dire comme ça. On n'a pas ce petit ange qui nous dit: tu écris pour les autres, tu te donnes une mission, mais regarde ce que tu écris, je te l'écris pour toi. Alors, c'est marrant parce que je pense qu'il y a une, pas un paradoxe ou une ambivalence, mais il y a les deux choses en réalité. Moi, par exemple, il n'y a pas de hasard dans l'écriture, c'est-à-dire que chaque mot est à sa place. Quand j'écris, je relis peut-être 50, 100 fois la phrase. Enfin voilà, il y a une rythmique, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais pour autant, il y a des auteurs notamment qui étaient à côté de moi quand j'écrivais, Et je suis assez proche du moment surréaliste parce que je parle d'André Breton à un moment donné. Effectivement, le surréalisme, c'est quoi? C'est cette recherche de rencontres inattendues. On parlait des livres tout à l'heure, mais finalement, un livre, un auteur, c'est toujours une question de rencontre. Donc, voilà. On va marquer une pause musicale avec une musique choisie par Bernie Leonardi, un air de jazz. Tu veux nous le présenter? C'est Long Ago and Far Away de Chet Baker. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Les opportunités de l'inattendu de Michel Amélie Favre, le mystère Clara Stephenson de Bernie Leonardi. On va en écouter un extrait du mystère Clara Stephenson. Depuis un certain temps, je fais souvent le même rêve. Je suis au milieu d'un champ d'arbres en fleurs, un verger probablement. Il fait très beau. C'est le début du printemps et un vent léger souffle en faisant onduler les zoyas et les graminées. Un bip métronomique réveilla Vincent à 8 heures et, sans contredire la météo de la veille, le jour ruisselait déjà sur Paris d'un soleil éblouissant. Un peu plus tard, l'atmosphère était toujours aussi douce à en croire le monde dehors qui profitait de ces belles heures qu'un mois de mai, radieux et victorieux, était résolu à tenir. Par moments, une brise ondulait les feuillaisons et nous rappelait que l'été ne serait là que dans quelques semaines. Oui, on y est, on y est. Alors, moi, ce qui m'a étonnée, peut-être que tu veux commenter, Dominique, ce que tu viens de lire. Je trouve, ce que je citais tout à l'heure sur l'écriture de Bernie, c'est qu'effectivement, on est
directement les sentiments, les sensations, le léger vent sur la peau. Bernie nous entraîne directement dans les prémices de son histoire avec sa belle écriture fine. Alors, je trouvais ce qui était très joli, c'est au départ, on démarre ce livre avec ce rêve. Et on se dit, bon, bah ouais, ok, bon, d'accord, ok, pourquoi, on sait pas trop. Et en fait, sur la fin du livre, presque, on avait oublié, mais ça nous évoque quand même quelque chose. On va se retrouver finalement à nouveau quand même dans ce rêve. Et entre le chemin du début de ce rêve qui ne veut finalement rien dire pour nous, on a parcouru tout un chemin, toute une histoire, un tas d'émotions, où on va se retrouver au même endroit, avec ce personnage qui était finalement inexistant aussi au départ, qui a comme pris naissance en fait durant le livre. Et j'ai trouvé ça aussi très très beau, puisque symboliquement même, enfin c'est même au-delà du symbole, c'est se dire bah tiens, parfois dans la vie on démarre à vivre, et d'ailleurs on l'a bien dit ici tout à l'heure, on vit des expériences, on vit des choses qui n'ont pas de sens finalement, si ce n'est que une description qu'on peut en faire d'un lieu ou de quelque chose qu'on peut nous dire, mais qui n'a pas plus de portée, et qui finalement va prendre tout son sens, va avoir toute sa portée, une fois qu'on aura parcouru tout ce chemin. Et c'est quand même très très beau de l'avoir finalement écrit dans ton livre. Oui, c'est ça, ouais. Mais l'idée générale, c'est le chemin qu'on fait, ou qu'on va reprendre, voilà. Et le livre est un peu un chemin qu'on fait, comme dans mon premier récit. J'ai parcouru des chemins, j'en ai parcouru des kilomètres et des kilomètres pour rechercher quelque chose. Ouais. Et c'est là où tout à l'heure je disais, bah tiens, on pourrait vraiment fusionner vos livres, oui, puisque je pense, oui. Finalement le livre de Michèle Amélie, c'est aussi en fait ce chemin en fait de ce qu'elle a vécu, ce point de départ finalement de. Alors c'est pas le burn-out, tu me rappelles Brownout. Le brownout. Faut que je pense à Brownie. Yeah. De toute manière, le chemin nous fait marcher. Donc, quand on est en mouvement, il y a toujours quelque chose qui va se passer, de toute manière. Oui, et ça, j'y crois beaucoup. Effectivement, à la marche. Enfin, moi, j'écris en marchant. Ah oui. Je pense que de marcher, alors quelle que soit finalement l'ambiance dans laquelle on va marcher, mais ça peut libérer effectivement des pensées, etc. Et voilà, on est en mouvement, on est en action. Tu vois, Bernie, toi, tu peux maintenant écrire en joguant. Bah, je vais essayer. Tu vois, parce que t'as trouvé le prétexte d'arrêter de courir parce que tu écrivais, mais suis l'exemple de Michèle Amélie, regarde. Je vais suivre son exemple. En même temps, marcher évite de tourner en rond. Hein. Pardon ? Marcher évite de tourner en rond. Marcher évite de tourner en rond, c'est sûr, c'est sûr. C'est le mouvement dans la vie. Le mouvement. Le mouvement. Ouais. Alors le mouvement, mais c'est vrai que il faut pas s'arrêter au fait que parfois on va marquer une pause et on a l'impression de ne rien faire, et en réalité on fait beaucoup de choses. D'ailleurs, je lis juste un petit extrait, mais j'explique que le temps était mon précieux allié. J'avais fait le choix de faire un pas de côté et de ralentir le rythme. Éloge de la lenteur dans la torpeur. Donc là, Bernie faisait effectivement l'éloge de la lenteur tout à l'heure. Effectivement, c'est prendre ce temps de recul, L'attente devient salutaire. La pensée chinoise du non-agir est à comprendre de la façon suivante. Ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait. Les transformations immanentes sont silencieuses et invisibles. Comme l'arbre pousse lentement, elles prennent aussi du temps. Bon, moi, je suis très proche, effectivement, aussi de la nature, des arbres, voilà, d'une manière générale. Et c'est vrai que c'est un lieu ressource. Je pense qu'en termes d'apaisement aussi, c'est ce que Bernie a dû retrouver. Hein. Bon, là, on est béni aussi par les montagnes, bien entendu. C'est notre quotidien depuis toujours. Mais ce sont des lieux ressources, en effet. Donc, on peut prendre le temps de cette pause. C'est J'en ai parlé il y a 2 ans avec mon premier récit. Hein. La montagne, c'est un formidable exutoire. On monte avec son sac. Et reconnaissant d'avoir gravi son flanc, la montagne nous garde notre sac de mauvaises pensées, et on redescend plus léger qu'on est monté, en fait. Voilà. Même si on a divisé la gourde en 2, mais on a laissé quelque chose là-haut. C'est assez prophylactique, la montagne, pour ça. Virginie, quel regard tu portes un peu sur ce qui est dit, sur ces auteurs, ces lecteurs, c'est ceux que tu as l'habitude aussi de voir, enfin de ce qui se passe aussi aujourd'hui? Quelle est ton impression? Parce que je te vois très attentive depuis tout à l'heure. Quelle impression tu portes? Alors, je voudrais aussi dire
qu'on a juste envie de lire des fois, juste pour passer un bon moment, et qu'il faut pas non plus prêter des attentions, surdimensionnées au livre, parce que du coup ça lui donne un caractère un peu sacré et qui peut effrayer les gens, alors que clairement un bon Grimaldi ou un bon Valogne sur la plage, ça fait pas de mal non plus, quoi. Et je suis pas sûre qu'il y ait d'autres dimensions que de passer juste un bon moment, quoi. Oui, mais c'est clair. Parce que finalement, il n'y a pas de sous-livre aussi. Finalement, le livre, la vocation. Alors après, on peut parler effectivement de la vocation finalement du livre, comme on a évoqué aussi tout à l'heure. Mais voilà, parce que c'est des fois, j'ai le sentiment que les gens ils associent vraiment le livre et tout ce qui s'y attache à quelque chose de très, très intellectuel, très élitiste, tout ça. Et moi, je veux me battre contre cette image, parce que je suis persuadée qu'il y a un livre pour chaque lecteur quelque part. C'est juste que si jusqu'à présent il l'a pas trouvé, c'est qu'il a pas lu le bon, quoi. Mais il y a tellement de choses qui existent, tellement de... que tout est possible, en fait. Finalement, il y a autant de livres que de personnes différentes. De toute façon, lire, pour moi, c'est ouvrir une parenthèse. Et on ouvre la parenthèse et on va chercher ce qu'on a envie. On peut très bien aller chercher de la culture, par exemple, mais on peut aussi chercher de l'évasion. Enfin, lire permet de ouvrir une parenthèse. Ouais. C'est pour ça que je rebondis dessus. Ouais, c'est tout à fait ça. On parlait de liberté tout à l'heure, mais c'est aussi ça, la liberté du lecteur, c'est de lire ce dont il a envie. Et ce qui va lui faire du bien. De lire ce qui va lui faire du bien à la plage ou dans son canapé ou au bureau. Et puis, et de prendre de choisir aussi de lire quelques lignes, quelques pages, de refermer le livre si ça lui plaît pas. C'est aussi ça, la liberté du lecteur, finalement. Comme lire aussi, ça permet aussi d'exprimer nos émotions. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un moment où c'était très compliqué dans ma vie et mes émotions étaient bloquées, et j'allais exprès chercher des livres à émotions fortes pour justement m'aider à évacuer tout ça, en fait. Lire est un pouvoir très puissant et peut apporter beaucoup de choses, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plein de catégories différentes de livres, que ce soit des biographies, des romans, même dans les romans, il y a différents types de romans, il y a des récits, il y a des témoignages. J'aimerais bien peut-être que tu nous parles de ton livre, Dominique Voffk. Oui, absolument. Alors, c'est le titre « Un hiver à Bangui ». La naissance est venue avec la Covid il y a 2 ans. Donc, étant comédien, metteur en scène, le monde du spectacle s'est retrouvé à l'arrêt pour plusieurs mois. Et j'avais compris cela fin mars, début avril 2020. Et j'ai postulé auprès d'une des plus grandes ONG humanitaires françaises pour m'embarquer, parce que j'en avais très envie depuis des années. J'ai passé des tests, etc. Et je suis parti donc en mission pendant 6 mois en Centrafrique, à Bangui. Et ce livre est venu, j'ai toujours écrit quand je voyageais, j'ai fait le tour du monde. Mais tous les matins, c'était un moment avec moi-même où j'écrivais ce que je faisais, qui je rencontrais, ce que je voyais. Et au fil du temps, alors ce n'est pas qu'un carnet de voyage, parce que j'y mets aussi des questionnements, des interrogations que j'ai eues tout au long de ma vie sur la vie, sur ma vie personnelle. Et puis je me suis retrouvé aussi au cœur d'enjeux géopolitiques bouleversants et très intenses, parce qu'il y avait des élections présidentielles et dans un pays qui est très compliqué. On parle de la société Wagner en ce moment en Ukraine. Moi, je les ai rencontrés beaucoup de fois au centre-ville de Bangui. Donc voilà. Et j'ai relaté tout ça, j'ai condensé tous ces écrits. Donc, et j'ai écrit ce premier livre, Un hiver à Bangui. Combien de temps tu restais un hiver, donc? Non? 6 mois. 6 mois. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que t'en as ramené finalement? C'est de belles rencontres. Alors l'accomplissement c'était pas un rêve, mais un souhait que je voulais. Bernie parlait de chemin tout à l'heure, le chemin de vie, mais c'est exactement ça. Dans mon chemin d'homme, j'avais besoin à un moment donné de faire la cinquantaine passée, de faire de l'humanitaire. Donc j'ai eu la satisfaction de revenir avec ça. J'ai participé à aider, et Dieu sait s'il y en a besoin. Et je suis surtout revenu avec l'envie de repartir et de recommencer ces belles aventures. Donc il y aura peut-être aussi d'autres lieux, d'autres histoires qui vont s'écrire. Certainement.
Une pièce de théâtre, peut-être ? Alors déjà, il y aura une lecture le 3 juin prochain à Voiron, au Café de la Gare, où je lirai des extraits de mon livre en compagnie de 2 guitaristes. Est-ce que tu peux peut-être nous en faire un court extrait ? Oui, absolument. Le temps de tourner. Pris au débeauté, au dépourvu. Hop. L'inattendu de la demande. Oui. Voilà, je vais commencer là, tiens. La pluie cesse, les néons m'éblouissent. Par-delà les murs de barbelés, le rideau noir monochrome de la nuit est tombé. Même les éclairs l'ont abandonné. Pars, ne m'attends pas, ne m'attends plus ou si peu encore, tu attends pour toi. Tire simplement la porte, même si tu jettes les clés, dépose une allumette, une bougie, une soupe chaude et l'odeur de ton parfum sur les draps pour ne pas me perdre seul. Je reviendrai même s'il est trop tard, même s'il est trop tôt. Je viendrai te dire mon mutisme lorsque je serai moins sourd. 6h20, le jour se lève sur un ciel nuageux. Le gardien casse du petit bois, le dispose entre 3 pierres, l'allume, puis pose sa gamelle d'eau dessus. Bientôt il prendra son café. Que d'histoires à vivre, à parcourir. Merci vraiment à vous d'être venus, d'avoir partagé ensemble et aussi avec les auditeurs de Radio Grand Lac aujourd'hui. C'était vraiment une belle émission. Je suis vraiment très contente de toute cette richesse, en tout cas de nos échanges. Je rappelle quand même aux auditeurs les livres qu'on a évoqués. Donc le livre de Michel Amélie Favre, Les opportunités de l'inattendu, aux éditions Duno, qui se trouve. On le trouve dans toutes les librairies. Toutes les librairies, absolument. Très bien. Le mystère Clara Stephenson de Bernie Leonardi aux éditions Tot, que l'on trouve dans toutes les librairies aussi. Mais c'est formidable. Et Un hiver à Bangui, que l'on trouve à la librairie Le Colibri à Voiron et sinon en me contactant. Très bien. Alors, de toute façon, vous pouvez retrouver tout ce qu'on s'est dit sur les pages des réseaux sociaux Facebook, Instagram de l'épicerie culturelle du territoire et également de Radio Grand Lac. Un grand merci aussi à Jean-Pierre qui s'est occupé de la technique. Merci Jean-Pierre. Et pour ceux et celles qui voudraient réécouter l'émission, il y a un podcast qui sera disponible sous 4-5 jours. Soyez patients. Je vous dis un grand merci encore et encore. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau sujet. À bientôt et très très bonne semaine à tous. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.